Bonjour et bienvenue sur Questions d'éthique. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la relation de soins, et plus particulièrement pour discuter du consentement libre et éclairé. Pour ce débat, nous avons Anna Grazia Altavilla, qui est juriste, avocate conseil à l'espace éthique méditerranéen et avocate au barreau de Torrente. Pierre Lecoz. Pierre Lecoz est philosophe, chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont Le médecin et la mort chez Vuibert. Nous avons avec nous le professeur Jean-Robert Harlet, chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille et vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Et puis Roland Gory est psychanalyste, professeur de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université d'Aix-Marseille 1. Vous êtes membre de nombreuses sociétés savantes, vous avez publié toutes sortes d'ouvrages, dont ces deux derniers, La logique des passions, chez De Noël, mais en vérité chez Flammarion dans cette édition, et puis le dernier de cette année, La santé totalitaire, chez De Noël également. Parlons un peu de cette idée de consentement libre et éclairé. On a parlé d'information et effectivement, au bout de l'information, eh bien, il y a le consentement, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment d'accord avec le projet de soins que le médecin vous propose? Est-ce que le patient donne son approbation, en quelque sorte, à ce projet de soins? C'est-à-dire est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est vraiment libre? Est-ce qu'on est libre quand on est patient, Pierre Lecoz? Oui, c'est une question qui mérite d'être posée, car la liberté est définie d'ordinaire comme l'absence de contrainte. Or, précisément, la maladie est une contrainte, une entrave au libre déploiement du corps et de nos activités. Alors, on dit bien qu'on est cloué au lit quand on est malade, et l'expression est forte pour exprimer cet élément de contrainte que l'on retrouve aussi dans les sensations de fatigue, d'irritation, aussi de vulnérabilité par rapport à l'environnement familial, de sorte qu'on peut se demander effectivement s'il y a quelque sens à parler d'un consentement libre lorsqu'on est malade. Je crois qu'on est en quelque sorte obligé de faire comme si le patient était libre et comprenait tout à fait ce qu'il en est de son cas et qu'il pouvait exercer pleinement ses facultés intellectuelles, parce que si l'on ne fait pas ce crédit au patient, alors c'est tout notre système de droit qui s'effondre. Et alors il faudrait aussi se demander pourquoi pas, est-ce que les gens qui vont voter sont bien libres? Est-ce qu'ils ont parfaitement compris le sens des messages de chacun des candidats? Donc je pense qu'on est obligé de faire comme si le patient était libre, tout en sachant bien qu'il ne l'est pas complètement. Alors, le consentement doit être libre, mais il doit être aussi éclairé. Je me tourne vers Roland Gory, parce que cet éclairage particulier que le médecin apporte au patient, est-ce qu'il est vraiment impartial, cet éclairage? Est-ce que ce n'est pas vraiment plutôt de son point de vue? Je préfère une réponse tout à fait analogue à celle que vient de faire Pierre Lecoz, c'est-à-dire qu'il y a une impartialité qui est formelle, qui peut constituer un idéal entre guillemets, de savoir, mais bien évidemment, le médecin est impliqué. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il prend parti en fonction de la manière dont il va s'identifier à son patient, et puis aussi de la manière dont le patient va s'adresser à lui. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont induire des attitudes de compassion, d'autres qui vont induire des attitudes de rejet. Enfin, incontestablement, il y a, là encore, une relation humaine. On n'est pas dans un registre purement technique et de consommation. Consentement libre et éclairé, mais Jean-Robert Harlet, est-ce que le médecin travaille avec son intime conviction, en quelque sorte, quand il passe l'information et qu'il propose au patient cette nécessité de consentir en fait au projet de soins qu'il lui propose? Libre et éclairé, je vais le comprendre, libre car éclairé. Je crois que les deux éléments sont... Il y a vraiment une relation de conséquence entre l'un et l'autre, et on peut accéder à imaginer ou espérer une liberté de choisir qu'à la condition d'être éclairé. Alors, c'est vrai que se pose évidemment la question de celui qui doit éclairer, c'est
le médecin, le soignant, dans la loi, c'est le soignant qui doit faire dans son information, dans son éclaircissement d'une situation, donner les plus possibles de éléments qui soient aptes à permettre de choisir des voies. Peut-être qu'il n'en existe qu'une, et là on en est dans des éléments de conviction, effectivement. Peut-être qu'il en existe plusieurs, et c'est au médecin qu'il va falloir faire l'effort de ne pas donner seulement les éléments qui sont les siens, mais ouvrir vers d'autres. Je veux donner une situation. Une femme souhaite, pour des raisons qu'elle explique, recourir à une interruption de grossesse volontaire. Il est de la possibilité d'un médecin de faire, de dire que sa décision ne sera pas celle que veut entendre la patiente, dans la mesure où il oppose, c'est vrai, une intime conviction, il oppose même ce qu'on appelle une clause de conscience, et on en vient à certains éléments dans les relations médecin-malade que sont ce genre de décision. Il y a la possibilité de ne pas offrir toutes les possibilités aux patients. Clause de conscience signifie également que l'on doit offrir la possibilité à la personne en face de laquelle on est de recourir à un autre médecin, par exemple, pour continuer d'assurer la continuité des soins ou permettre à la personne d'être satisfaite dans sa demande de soins particulière. Justement, dans cette relation particulière, comment est-ce que le consentement est donné? Pratiquement, comment ça se passe? Faites signer un papier? C'est quelque chose d'oral? Est-ce qu'il y a des témoins? Comment ça fonctionne? Beaucoup de situations comme celle-là, vous décrivez des situations possibles. Dans la situation la plus simple, vous avez une angine, je vous ai examiné, vous n'avez, comme la publicité à la télévision le dit, pas besoin d'avoir des antibiotiques. Je vais vous expliquer que, effectivement, mon choix va être de vous proposer de vous reposer à la maison, d'avoir un médicament contre la fièvre, et somme toute pas d'antibiotiques. Je n'aurai pas besoin de vous faire contresigner ma décision. Il sera de votre choix de, effectivement, accepter ma décision, et vous aurez intérêt, parce que je crois qu'elle était raisonnable, ou bien, comme on le voit quelquefois, pour le malade, de devenir un consommateur mécontent et d'aller dans l'autre cabinet en disant, écoutez, il m'a pas donné d'antibiotiques. Il m'a même pas donné d'antibiotiques. C'est toujours dans la publicité, hein, dans l'ascenseur, on se fiche de vous. Comment tu es malade et on t'a même pas donné d'antibiotiques. Voilà. Bien sûr. Ça peut être effectivement beaucoup plus compliqué. Dans des situations très particulières, on peut demander un consentement éclairé signé, en particulier dans les recherches, dans la recherche biomédicale. Il est tout à fait explicité qu'il faut avoir des consentements éclairés et signés. Ça, c'est tout à fait clair. On peut admettre effectivement dans certaines situations, je veux parler par exemple de la médecine esthétique, beaucoup de praticiens recourent à des consentements éclairés et signés, voire contre-signés, lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'un enfant est informé, il y a effectivement un témoin souvent qui peut être son parent, et je rappelle, ça peut être une personne de confiance également qui soit présente. Alors Anna Grazia Altavilla, vous voulez intervenir, mais est-ce que, je voulais dire, est-ce que ces consentements, c'est une chose irrévocable? Est-ce que ça a toujours une valeur par rapport à la loi? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que le patient peut dire, j'ai signé, oui, mais finalement... Alors, il faut dire que les principes du consentement libre éclairé a été prévu par la loi pour le fait qu'on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité du corps humain. Le corps humain est inviolable. Et on ne peut pas faire des actes médicaux sans avoir le consentement libre éclairé pour respecter les principes fondamentaux de l'inviolabilité du corps humain. Par ailleurs, il faut dire que
il n'y a pas en effet une forme spécifique pour donner son consentement, sauf des cas particuliers. Justement, M. Harley, il parlait de la recherche biomédicale, mais il y a par exemple des autres formes de consentement données auprès du président du tribunal de grande instance, par exemple, dans les cas de transplantation d'organes avec donneur vivante, ou par exemple dans les cas de fécondation in vitro avec donneur. Dans ce moment-là, c'est le couple qui donne un consentement libre, éclairé, mais par écrit. Je voudrais par ailleurs souligner une chose, et ce consentement, c'est tout à fait révocable dans tout moment. Et ça, pour laisser le choix au patient de choisir dans chaque moment de son parcours ce qu'il pense d'être mieux pour soi-même. Mais la chose que je voulais souligner, c'est que la nouvelle loi prévoit, à ces propos, il parle d'une véritable décision partagée. C'est-à-dire que toute personne prenne avec les professionnels de santé toutes les décisions concernantes, sur la base des informations et des préconisations qu'ils ont lui fournies, toutes les décisions concernant sa santé. Donc, d'une part, ce consentement, c'est une sorte de garantie pour les patients relativement à l'inviolabilité de son propre corps, à la protection de son corps, au mieux, je dirais, de l'intégrité psychophysique quand même. Et d'autre part, c'est une attestation d'une décision partagée prise entre les professionnels et les patients. Dans ce consentement, quelque part, à partir du moment où on demande aux patients de consentir à ce projet de soins, c'est parce qu'on veut qu'ils soient réellement acteurs, on veut qu'ils y participent. Et est-ce que vraiment ils y participent? Est-ce qu'on peut dire que ce consentement concrétise ce nouveau rôle, si je puis dire, j'utilisais le mot acteur, j'utilise le mot rôle, que le patient va jouer dans son projet de soins. Un peu un mot à la mode, le projet de soins, hein, comme si c'était un projet de vacances. Mais ceci dit, c'est pas tout à fait la même chose. Vous nous expliquerez tout ça, Pierre Lecause, peut-être. Oui, vous avez raison de souligner qu'on a usé et abusé de ce concept de projet, puisque même en assistance à la procréation, on parle du projet parental et des embryons qui n'ont plus de projet parental. Et même pour des personnes en fin de vie, on parle encore de leur projet d'existence. Donc il y a peut-être là un élément idéologique lié à notre société activiste et toujours affairée, et qui réduit le fait d'être existant au fait d'être actif. Peut-être aussi une simple volonté de placer les choses dans le positif plutôt que le négatif. À partir du moment où il y a projet, il y a vie, il y a avenir, il y a etc. Oui, mais je pense que dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, on a aussi un culte de l'immobilité, une sorte d'activité purement spirituelle par la présence et la patience. Mais fermons cette parenthèse concernant la terminologie utilisée et demandons-nous en quoi cette participation est bénéfique. N'oublions pas que tout de même, souvent, le médecin propose un choix entre la peste et le choléra. Voulez-vous être opéré sous anesthésie ou voulez-vous continuer à voir votre état se dégrader? Oui, effectivement, je suis libre, entre guillemets. Jean-Robert Harley, vous réagissez à ça Je sais que vous n'opérez pas, mais enfin quand même, vous soignez. Non, heureusement pour les malades. Et non, effectivement, Pierre dit qu'on n'a souvent pas de grandes différences de solutions à apporter. Et effectivement, là aussi, on peut... souvent, je pense qu'on simplifie en donnant... écoutez... faites comme je pense qu'il est bon de faire, ou bien il ne peut rien se passer, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Je ne suis pas certain que ce soit toujours comme ça qu'il faille présenter les choses, et qu'on n'oublie pas, et qu'on n'éclaire pas correctement les gens. On peut parfaitement, lorsqu'une personne est, par exemple, en fin de vie, je soigne des personnes très âgées pour lesquelles se pose au moment où elles sont hospitalisées, la véritable question, cette personne doit choisir, est-elle en état de choisir, ça c'est une vraie question qu'on se pose aussi, mais à son entourage familial, j'y reviens aussi. Doit-on proposer à cette personne d'être opérée de ce cancer du côlon qui a entraîné une occlusion de ses intestins
Et dans ce cas-là, la perspective de survie est très très étroite, avec un risque lié à l'anesthésie, éventuellement la réanimation qui est considérable, ou bien accepte-t-on que cette personne très âgée s'éteigne tranquillement dans l'absence de souffrance, parce qu'effectivement on saura la soigner et prendre soin d'elle quand bien même les choses sont ainsi faites. Alors c'est avec les patients eux-mêmes quelquefois qu'on explique les choses, qu'on s'explique, et les patients même très âgés ou qui nous paraissent ne pas toujours tout comprendre sont tout à fait capables de nous dire oui je veux ou non je veux pas, et c'est souvent très surprenant. Alors Pierre, acteur, pas acteur? Je pense qu'il faut bien préciser que par rapport à ce que vient de dire Jean-Robert Harlet, l'idée de consentement n'a de sens que par la capacité à dire non, à s'imposer le refus de soins. Et il faut que le corps médical arrive à accepter ce refus de soins. Et je pense à certains cas où des patients vont refuser un traitement vital pour des causes idéologiques. Je ne nommerai aucune confession religieuse. Eh bien, est-ce que le médecin doit passer outre ce consentement au motif qu'il n'est pas éclairé et que le patient est sous l'effet d'une superstition très grande? Il croit que si on ne lui fait pas de transfusion ou si on lui transfuse un sang étranger, eh bien, son Dieu va l'abandonner. Alors le médecin peut très bien considérer en son âme et conscience qu'il s'agit d'une superstition et faire son devoir d'assistance à personne en danger. Alors qu'aujourd'hui, et je renvoie ici un avis du comité d'éthique qui est apparu il y a quelques mois, la mouvance, la logique des mœurs veut qu'on accepte que les individus refusent un soin, même s'il nous paraît déraisonnable, irrationnel. Et il y a peut-être là une avancée des mœurs individualistes dans notre société qui s'exprime. Accepter que le patient refuse un soin, même si ce refus va entraîner sa mort, et il n'y a de consentement effectif que s'il y a possibilité de refuser. Alors est-ce que ce consentement, Anna-Grazia Altavilla, c'est une garantie finalement pour le médecin? Je veux dire par là d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, moi je dirais, je ne veux pas voir les consentements comme une garantie pour les médecins. Je préfère de voir comme un droit des patients, et même du médecin, s'il est patient. Je dis comme un droit de chacun à l'inviolabilité de son propre corps. Puisque considérer les consentements comme une garantie pour les médecins, ça signifie, en fait, faire sembler que les patients, dès que le patient il a consenti, il a signé un papier, les médecins ils se déchargent du patient et du parcours médical du patient. Ça, c'est une idée que je n'aime pas trop, puisque je suis absolument convaincue que le parcours médical, c'est un parcours, et les décisions médicales sont des décisions partagées. Et donc, je trouve de considérer les consentements comme une garantie pour les médecins, je n'aime pas trop l'idée, quoique c'est en fait l'évolution des choses nous dit que ça devienne une garantie. C'est-à-dire que dès qu'il y a des procès contre des médecins, la première chose que les médecins font valoir est qu'il y a un consentement du patient et que ce consentement est éclairé, c'est-à-dire qu'il y a une information adéquate pour les patients. Mais ça, c'est une idée que je n'aime pas trop. Je préfère de le voir plutôt comme un droit de chacun. Et un principe, en fait, un respect du principe de l'autonomie de chacun. Ok. Donc, ce point de vue, est-ce qu'il est partagé par vous, Roland Gori, droit plutôt que garantie? Alors, un droit, oui, c'est vrai que dans l'histoire même du droit, je dirais que la prise en considération de la volonté de la personne a été de plus en plus établi pour définir, je dirais, là où il y avait crime, faute ou pas. Ça concerne le viol aussi bien, par exemple, que les traitements abusifs, pour aller vite. C'est vrai. Se posent néanmoins, à mon avis, deux autres questions. La première question, c'est est-ce que nous ne sommes pas aussi face à une culture extrêmement hypocrite?
c'est-à-dire face à une hypocrisie sociale, voire une hypocrisie professionnelle, qui veut que c'est au moment où justement nous sommes en tant que sujet politique par exemple, en tant que sujet citoyen, de plus en plus transformé, si vous voulez, en pièce de rechange pour l'espèce biologique, ou bien pris, disons, dans une programmation de la consommation, ou pris dans une manipulation des médias et autres. Est-ce que ça n'est pas donc au moment où nous perdons, en quelque sorte, notre singularité, notre position de sujet, que l'on nous octroie dans une idéologie libérale, il faut bien le dire, n'est-ce pas, les droits de l'individu, soi-disant libre et autonome, au moment même où socialement et politiquement, il l'est de moins en moins. Donc, si vous voulez, ça, c'est la première question. C'est-à-dire dans quelle mesure... Et alors, c'est pas un hasard, n'est-ce pas, que ça se déploie dans l'espace médical, puisque c'est au moment où la médecine, n'est-ce pas, tend quand même à transformer, de par sa logique rationnelle et scientifique, à laquelle nous devons rendre, bien sûr, hommage, n'est-ce pas, mais elle tend quand même à transformer le patient en un exemplaire de l'espèce nosologique, c'est-à-dire un exemplaire de la maladie, pour dire autrement, n'est-ce pas? Est-ce que ça n'est pas à ce moment-là, pourrait-on dire, que la culture fait semblant de lui donner de nouveaux droits? Donc c'est une question. Je ne pense pas qu'on puisse la traiter de manière très manichéenne, mais c'est une question. La deuxième chose que je voudrais ajouter, si vous le permettez, n'est-ce pas, c'est qu'effectivement, dans une culture un peu trop conformiste, un peu trop conforme, n'est-ce pas, où les protocoles thérapeutiques sont définis sur la masse des populations, des cohortes et autres, n'est-ce pas, on peut se demander dans quelle mesure un accord sur la base du consentement ne dégage pas aussi le praticien de sa responsabilité. C'est-à-dire, si vous voulez, et je crois que ça rejoint ce que vous avez dit effectivement, c'est-à-dire que le consentement ne doit pas venir à la place d'une responsabilité. Responsabilité, je vous rappelle qu'étymologiquement, ça veut dire répondre. C'est-à-dire la responsabilité, c'est être à même de répondre d'un acte que l'on fait. Et je crois que c'est un point important. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le formalisme du consentement se substitue, si vous voulez, à la responsabilité du praticien, comme d'ailleurs du patient, parce que le patient n'a pas que des droits, il a effectivement aussi des devoirs. C'est ça, en fait, en gros, de voir la garantie, les consentements comme une garantie du médecin, ça signifie en fait que le médecin est plus responsable face au parcours du patient. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Il y a un aspect qui me pose un problème là-dedans, c'est effectivement, on conçoit la responsabilité dans la relation duel médecin-malade, et dans la réalité des faits, la responsabilité, une prise de décision est très fréquemment une prise de décision partagée ou en cascade. Il est fréquent à l'heure actuelle que l'acte de diagnostic soit un acte partagé par de multiples médecins et qu'on ait en fait un élément de dilution de responsabilité. Et on a également inventé quelque chose qui nous permet souvent de donner une solution acceptable lorsqu'elle doit être discutée sous la forme de ce que l'on appelle des conférences de consensus, ce que l'on appelle, et qui sont des éléments de réflexion, c'est vrai, mais qui sont autour d'un malade, de son dossier, du problème qu'il pose, sont fréquemment des éléments de prise de responsabilité multiples, mais j'ai l'impression divisés quelquefois, et que de ce fait, effectivement, le malade peut parfaitement venir se perdre dans cette prise de responsabilité qui est en fait tout à fait en cascade, et il n'arrive plus à retrouver un interlocuteur. Je crois quand même qu'il lui faut avoir un référent, un soignant qui soit véritablement responsable et à qui il contracte cet élément de consentement éclairé et qui soit un consentement de deux parties et non pas de l'ensemble. C'est une des difficultés dont nous sommes tout à fait coutumiers dans le cas du traitement d'un malade dans un centre hospitalier, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de responsables.
Ok, dire oui, mais à qui? Donc, Ouais. vous répondez en quelque sorte à cette question. Moi, je voudrais passer à une autre dimension pour conclure ce débat. C'est la dimension de confiance et cette espèce de, comment dire, de glissement que le consentement peut représenter, de la confiance vers la méfiance. Alors, peut-être Pierre Lecause nous dit un mot là-dessus, puis vous conclurez, Roland Gory, là-dessus. Du glissement vers de la confiance à Oui, la oui, méfiance. effectivement, l'information qui devient d'un art de mettre en confiance une sorte de tactique de prudence, et c'est effectivement un effet insidieux du consentement, mais je voudrais souligner deux aspects. Son côté pervers aussi, c'est que quand le malade a consenti à une stratégie, il faut bien voir que si cette stratégie de soins échoue, quelque part, le patient est aussi responsable de l'échec de la stratégie thérapeutique. Et donc, il pourrait y avoir un effet de déshumanisation de la relation médecin-malade à partir du moment où les décisions sont partagées entre les deux parties. Peut-être que dans certaines situations, il est préférable que ce soit le médecin qui endosse la responsabilité de la décision pour épargner au malade de se sentir coupable de n'avoir pas pris la bonne option thérapeutique. Roland Gory. Non seulement peut-être réagir par rapport à ce qu'a dit Jean-Robert Hartley, et en même temps en me tournant vers notre collègue juriste, puisque lorsque vous parlez effectivement de responsabilité ou de, je dirais, de choix de préférence ou de stratégie définie par une équipe soignante, c'est surtout la médecine hospitalière. Alors que dans la médecine libérale ou dans le soin libéral, le contrat n'est pas le même. Et même juridiquement, je crois qu'il faut distinguer ce qui relève d'une obligation d'informer et ce qui relève d'un devoir d'informer. Nous ne sommes pas dans le même cadre juridique. Et ce sont également des positions qui déterminent, si vous voulez, des relations différentes. Je crois que c'est un point important. Les obligations qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'était l'obligation d'information, les consentements, etc., sont valables pour tous. Mais dans les cas, par exemple, d'une équipe hospitalière, alors les patients, ils se tournent vers l'équipe. C'est-à-dire, ils donnent l'information, par exemple, sur son état de santé à toute l'équipe. Donc, est considéré comme être soigné par toute l'équipe et pas seulement par un médecin directement. Et ça concernera quand on verra les débats sur la confidentialité. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les médecins sont représentés par l'équipe médicale. Donc, ça peut être médecins, infirmières, etc. Ça, c'est très important. Mais les obligations qu'il y a, ils sont tous pareilles pour les médecins libéraux que pour les médecins hospitaliers. On clôt ce chapitre parce qu'effectivement, on Oui. dévoile un peu du débat de demain sur la confidentialité et le secret médical. Et on revient à cette idée de confiance-méfiance. Je dirais que la méfiance est aussi produite par une idéologie de la transparence. C'est-à-dire que du point de vue psychiatrique ou psychopathologique, si vous voulez, on peut considérer aussi que, si vous voulez, lorsqu'on veut tout savoir, tout informer, c'est qu'on est aussi dans un délire de vol d'idées ou de syndrome d'influence. Donc, je ne sais pas si je suis très clair pour vos éditeurs. Vous allez préciser, je suis sûr. Mais je vais préciser, c'est-à-dire que pour prendre le point qui nous intéresse, à savoir la relation de soins, n'est-ce pas, la confiance dans le médecin, elle reposait pendant très longtemps sur la confiance dans une parole et dans une personne, pour dire autrement. Tout à fait. Nous sommes à l'heure actuelle dans une culture où effectivement il y a une certaine désincarnation et déshumanisation de l'acte soignant, pas que l'acte médical d'ailleurs, de l'acte soignant. Et donc effectivement, à ce moment-là, on a tendance davantage à se fier aux preuves scientifiques ou aux preuves juridiques, et donc à se défier davantage, n'est-ce pas, à se méfier davantage, si vous voulez, de l'équipe soignante ou du médecin. Et le consentement libre et éclairé, ce papier concis, est-ce que ce n'est pas le point de départ de cette C'est une méfiance? grande question. Je vais vous dévoiler le titre d'un ouvrage dans lequel d'ailleurs nous avons collaboré tous les deux, qui est sur le consentement et qui s'appelle donc Nouveau droit ou imposture. Et je resterai, si vous le permettez, sur cette question. Ok, ben écoutez, nouveau droit ou imposture. Quelqu'un veut commenter pour dire encore un mot? Tout le monde en reste là. Et on se retrouvera demain dans un nouveau débat de questions d'éthique sur le secret médical et la confidentialité. Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui et à demain.